Donc là, on va quitter un peu le monde des comment je peux automatiser mes besoins tout seul dans mon coin, mais plutôt voir une solution entreprise et comment on peut justement aider tout le monde. Donc, rapidement, je vais rappeler le contexte de la solution, après détailler comment je l'ai faite, et après zoomer sur 2-3 points particuliers. Donc, alors, je ne sais pas qui d'entre vous, effectivement, a travaillé dans une entreprise, on lui demande de renseigner ses feuilles de temps, dire cette semaine sur quoi il a travaillé. Donc, c'est quelque chose d'assez rébarbatif d'habitude, parce qu'il faut aller dans un outil, remplir, aller chercher un code, et dire voilà, je travaille sur ça, ça, ça. Ensuite, j'ai un autre outil, ouais, il faut que je renseigne ça, puis mes congés encore ailleurs. Toute une forêt d'outils, c'est assez horrible. Donc, le besoin, comme toute société, c'est de recueillir les temps passés sur les projets, les vacances pour les collabs, parce qu'il faut bien envoyer ça à la compta pour dire effectivement, pour faire les feuilles de paye, ça peut être sympa de savoir quand la personne est en vacances ou pas, pour avoir le bon montant à la fin. Il y a un autre besoin, c'est que c'est pas le tout de saisir les choses, mais il faut effectivement vérifier, et donc typiquement, on travaille bien sur des bons projets, les projets qui existent, et des codes internes, par exemple, quand on fait des développements internes. Là-dessus, il nous faut aussi établir des reportings pour être capable d'afficher, voilà, sur toute l'année, finalement on a bien gagné de l'argent, donc on peut partir en voyage tous ensemble, et puis ça se passe bien. Donc le constat, ce que je disais, c'est que d'habitude, les sociétés achètent des outils tout faits, gestion de feuilles de temps, c'est assez casse-pied, c'est du client lourd, ou du web, mais il faut être absolument dans les locaux de l'entreprise pour pouvoir le saisir, on ne peut pas le faire à partir de son PC chez soi. Juste une horreur. Donc, ça se traduit par quoi? Les employés saisissent jamais, ou saisissent n'importe quoi, parce qu'ils ont autre chose à faire. Toutes les journées, ils ont à produire, ils sont là pour travailler, ils ne sont pas là pour aller se casser les pieds avec des outils pourris. Et donc derrière, comme c'est mal renseigné, il y a les managers qui leur courent après en disant « T'as saisi quoi là? C'est pas bon, enfin, t'es sûr que t'as travaillé là? T'étais pas sur tel sujet ?» Donc au final, ça fait un beau bazar. Donc l'idée c'est ne pas utiliser des outils complémentaires. On est tous quasiment à travailler avec Google, donc on peut peut-être faire quelque chose. Donc, utiliser les outils qu'on utilise tous les jours, pas que ça devienne quelque chose en plus. Et puis tant qu'à faire, si c'est bien saisi, filer un petit quelque chose, un petit bonus sympa. J'expliquerai juste après. Donc, comment ça se traduit? Donc, je me suis dit, de toute façon, les employés dans la société, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous un calendrier, parce qu'ils mettent, voilà, j'ai un rendez-vous, je fais ci, je fais ça. Poussons un petit peu plus loin et partageons-leur via un compte admin un calendrier. Donc juste un autre calendrier qui met sur impression de l'autre, où ils mettent cette fois-ci, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé sur tel projet. Donc ils mettent le code projet. Ou ces jours-là, je suis en vacances. Donc, pour l'employé, c'est pas trop dur, c'est pas trop casse-pied à faire. Derrière, on a des scripts qui vont tourner tous les soirs, qui vont d'abord aller chercher les calendriers partagés par le compte administrateur à tous les employés. On va aller sortir la liste de tous les codes projet, codes internes, codes d'absence. On va vérifier tout ça. Et on va sortir là où il y a des erreurs, parce que des fois, une erreur de saisie peut arriver, où il manque quelque chose, on n'a pas mis assez de temps, genre on a travaillé que 6 heures dans la journée, alors qu'on travaille normalement une 18 heures. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc dans ce cas-là, on génère un mail en disant exactement, là, tu peux aller à tel endroit dans ton calendrier, il y a ça, et ça, et ça, et ça à corriger. Et quand c'est bien fait, on dit que merci, c'est bien quand même de l'avoir bien rempli. Et on envoie une image qui vient d'un flux RSS. Et là, j'ai mis ces bons jolis geeks, donc on le verra après celui-là en détail. Et après, il y a une interface graphique où les utilisateurs peuvent changer en fait la source, peuvent aller chercher d'autres feeds. Donc j'ai proposé toute une liste de feeds comme ça. Et ensuite pour le management, comme ça il n'y a pas d'interaction à râler entre le manager et puis les employés. On déverse tout dans un spreadsheet, et derrière ce spreadsheet est recopié les informations qui nous intéressent pour sortir des rapports, un rapport RH, un rapport sur tel gros projet, ou un rapport sur toutes les avant-ventes, et donc ce qui nous permet d'avoir un suivi facile et qui est mis à jour toutes les nuits. Donc voilà ce qu'on avait fait en AppScript. Donc, je me suis appuyé sur quel module? Donc le module que vous en avez vu tout à l'heure avec Romain. Donc, évidemment, Gmail, Calendar, pour être capable d'aller chercher les informations et envoyer des mails. Le Drive,
pour aller manipuler des fichiers, des reporting. Et donc Spreadsheet, qui est une grosse base évidemment pour faire tous les travaux de sauvegarde d'informations. À leur base, bon, évidemment, tout le monde est obligé après de s'en servir, c'est en fonction de, porte bien son nom de base, JavaScript. Utilities, parce qu'à tour de bras, je vais utiliser le format JSON, donc je suis obligé de le transformer, de le remettre en chaîne de caractères un peu partout, entre les spreadsheets, les envois de mails, quand je récupère un fil RSS, donc je récupère tout un ensemble d'éléments, après il faut que je les parse avec le XML pour être capable de sortir juste l'URL d'image qui m'intéresse, et puis de le pousser dans un email, sans le mettre en détail. Et HTML service, pour être capable de faire l'interface graphique pour que les utilisateurs puissent changer en fait le flux RSS qu'ils veulent recevoir tous les jours. Donc, sur la partie récupération d'un feed. Donc là, on est vraiment sur j'ai tout TypeScript avec son ensemble de librairies et je vais aller aussi chercher quelque chose ailleurs. C'est vraiment en dehors du périmètre Google. Donc, j'ai ma fonction qui fait ma validation de report. On va faire un URL fetch pour aller chercher un feed RSS. Donc, je récupère tout le XML du feed RSS. Je le parse. Je vais chercher les balises qui m'intéressent. Donc, en fait, je prends la dernière balise du jour qui contient le billet du jour et qui contient une balise ING. Donc derrière, je récupère l'URL de la balise ING. Je vais récupérer, toujours par un fetch, l'image. Je récupère le blob. Je fabrique un mail avec l'image qui va être encapsulée dans le mail et pas en pièce jointe. C'est un peu plus propre et qu'il n'y ait pas à appuyer sur un bouton pour voir l'image. Et je pousse le mail. Donc dans le détail, bon, c'est des lignes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, AppScript, c'est très simple d'accès. Donc typiquement, on récupère un fil RSS, enfin URL fetch, on met l'URL, et c'est tout. Le getRoTextText, il va nous permettre de récupérer le contenu. Parser le flux aussi, pareil. Le flux que j'ai récupéré, je fais XML parse. Après, je fais juste parce que je cherche effectivement mes balises, je vérifie que tout est bien, enfin, que le flux a une forme correcte pour moi. Et dès que j'ai trouvé, je fais un petit coup de regex. Je cherche en fait la partie URL qui est en PNG, GIF ou JPEG. Et ensuite, là, j'ai dû faire une petite adaptation à la main. Je ne les ai pas trop, mais je vais adapter légèrement l'URL. Et je retourne tout ça ici. Donc, une fois que j'ai récupéré mon URL, j'appelle ma fonction d'envoi de mail. Ici, je vais chercher directement le blob de l'image. Je le rajoute en parameters dans un tableau JSON que j'envoie en fait dans la fonction sendMail que l'on a vu tout à l'heure avec Romain. Donc, ce que cette fonction sendMail de base, on envoie à un destinataire, un objet et un corps du message HTML, mais cette fois-ci, ici, c'est du plain text. Alors que si on le passe en paramètres, on a accès au HTML et met des images intégrées. Donc, c'est une utilisation légèrement plus avancée, mais rien de bien compliqué. L'interface web pour le changement de source. Donc, j'ai mis à disposition pour tout notre domaine Google Apps cette petite application, donc c'est une simple page web qui va aller chercher le user connecté, une liste de flux qui est dans un référentiel dans un spreadsheet, et donc après la personne a juste à changer, soumettre, ça marche tout seul, ça lui a pris 2 secondes à faire, et derrière moi je suis allé mettre à jour un petit référentiel dans un spreadsheet où j'ai tous mes salariés avec leur choix en fait. Donc c'est basé sur HTML service, c'est pas UI parce que UI est un peu en train de se faire déprécier. Donc, HTML service, on a un gros avantage par rapport à UI, parce que la librairie UI, c'est un peu comme on faisait avant les interfaces graphiques dans les clients lourds en C ou autre langage, où c'était vraiment on définit des panneaux, on rajoute des boutons, des composants, des widgets. Et c'était totalement généré côté serveur. Donc c'est tout un code HTML qui était généré et JavaScript côté serveur, ça arrive côté client, ça va dans la console d'émulation d'AppScript de Google, et là c'est relancé et émulé. Ça prend un temps dingue à exécuter, on va se le cacher. HTML service, on est à peu près dans le même principe, c'est qu'on commence par générer du HTML, mais à partir de sources de pages web qu'on a dans notre projet, donc du vrai HTML pur. C'est généré, c'est envoyé côté client, mais là ce coup-ci côté client on a totalement accès, enfin totalement,
on a beaucoup plus grand accès au navigateur. Et là, on peut exécuter le JavaScript côté client. Donc là, justement, usage du jQuery, jQuery 8, bon là, c'est assez faible, hein, il y a juste un bouton avec un CSS jQuery. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de fioritures. Mais j'ai une autre application où j'ai des calendriers qui s'affichent automatiquement, des champs calendaires, je n'ai pas à m'en occuper, ça marche tout seul. Donc là, voilà, c'est comment on fait un HTML service où il y a juste à afficher une page. Dans votre projet, vous mettez un fichier HTML, vous écrivez le HTML simple, mettez 2-3 snippets avec, je montrerai l'exemple après, où on peut passer des paramètres à la page. Donc là, c'est ce que je fais, je monte mon template, je le crée à partir du fichier, je lui passe 4 objets, c'est 2 tableaux et 2 valeurs, et ensuite je lui dis, tu me l'évalues, donc là il va prendre les paramètres, les rentrer dans mon template HTML, le générer, le HTML final. Et j'aurais précisé que côté client, je vais être en mode plus ouvert sur le JavaScript, parce que de base, il est en mode restricted, et là, effectivement, on ne peut rien faire. Mais dès qu'on fait ça, justement, la jQuery pourra s'exécuter de l'autre côté. Donc on pourra faire beaucoup de choses. Et donc après, juste à le retourner, et après, AppScript fait le boulot côté client d'afficher le truc correctement. J'ai rien à faire. Donc là, justement, le fichier HTML. Donc c'est du HTML standard. Quand je parlais de snippet tout à l'heure, voilà, j'ai passé en paramètre username, juste à faire ça, ça va me l'écrire quand ça va l'évaluer, tout simplement. Après, pour reprendre un peu des techniques qui sont plus propres au développement web, on peut faire des includes, c'est juste une fonction qui va chercher, pareil, dans le projet, un autre fichier HTML, et on l'inclut une fois pour toutes. C'est écrit dans les best practices de la doc AppScript. C'est assez simple à refaire. Donc j'ai séparé effectivement le CSS, le JavaScript, il y a mon jQuery, du HTML pur. Ça c'est dans la partie JavaScript, donc celui qui est inclus là. J'ai fait un coup de jQuery, où je dis sur le bouton Submit, j'ai mis mon événement, et donc pour rappeler côté serveur, donc appeler une fonction qui est dans mon AppScript, j'ai juste à écrire ça, où je mets ici le nom de ma fonction AppScript, avec ses paramètres. Et là, ça c'est côté client, où je peux rajouter 2 fonctions qui, quand ça marche, l'appel, on appelle celle-là, quand ça foire, ça appelle là. Ce qui permet effectivement, quand dans votre méthode AppScript, vous serez une exception, par un mot franglais, vous pourrez l'afficher côté client en disant voilà l'erreur qu'il y a, parce que pour débugger un échange client-serveur, c'est pas toujours facile. Donc, avant les questions, si vous voulez, je peux vous le montrer en live, si ça vous intéresse. Alors, typiquement, je vais dans mon agenda. Donc, ça c'est mon deuxième agenda qui est juste ma feuille de temps. Donc là, mon timesheet est bon. Alors, je vais trafiquer un peu pour faire en sorte que ça ne marche pas. Là, je mets le code GDG alors que ça n'existe pas dans mon référentiel. Et donc, ce qui exécutait toutes les nuits pour tous les collaborateurs, là, j'exécute pour un seul. Un petit peu parce que les appels quand même des API AppScript, il y a un certain temps, puisque comme ils ont encapsulé énormément de choses, ça fait énormément de traitement pour vous, mais du coup ça prend quelques secondes quand même. Donc il faut prendre ça en compte quand on fait son développement sur 6 minutes. Alors, sur les petites choses, ça n'y a pas de souci, mais dès qu'on fait des choses pour un gros volume, là je pars sur 30 collaborateurs, donc il y a 30 calendriers quand même, donc fatalement c'est un peu long. Donc voilà, je reçois un email. Donc voilà, ça me dit, j'ai raté mon coup. Il me manque 1 heure de reporting sur un code et GDG n'existe pas. Là-dessus, il n'a pas tort. Donc, je vais corriger ma saisie, je fais oui, non, je fais une bêtise. Puis là, en fait, j'ai travaillé toutes les journées là-dessus. Le charme agir. C'est pour ça que je fais tourner la nuit, parce que comme ça, un peu moins de problème.
Mais là, il n'y a pas 30 collaborateurs qui sont partis. Je remonte tout le référentiel quand même, parce que là c'est qu'une fonction de debug quand je vous le fais pour 1 en fait. Donc voilà ce que ça peut vous... C'est parti chercher sur Bonjour les Geeks cette image. Donc c'est la petite blague du matin, puis voilà, on est content. Ça change un peu de... Disons que je préférais envoyer un mail comme ça au collab que d'avoir un manager qui va voir, putain, pourquoi t'as pas rempli ton truc là? Donc voilà, après j'ai... Voilà, ça c'est l'interface, hein, bête. J'ai pas d'autres choses à vous montrer, parce qu'après c'est surtout du calcul et la validation sur les codes, il y a énormément de parsing qui est fait. Donc il n'y a rien de plus spectaculaire. Et je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Imaginons que de 30 collaborateurs, on passe à un plus grand nombre. Là, on commence à atteindre les limites du temps alloué par défaut. Et donc, on peut imaginer en fait de diviser le jeu de données en plusieurs qu'on donne à des clones du script, hein, avec un paramètre. Et puis, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité prévue par Google de fournir du temps contre rémunération, contre... Alors, moi, mon analyse, après Romain aura peut-être plus d'infos, mais aujourd'hui, AppScript, c'est un produit consumer. C'est pas un produit enterprise. Il n'y a pas de SLA, et donc du coup, c'est pas comme d'autres produits où, effectivement, déjà, suivant le domaine Google Apps qu'on va prendre, on aura des quotas plus élevés parce que les gens payent, et même voir certaines API où on peut payer l'over quota. Là, on n'en est pas là aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Bah, j'aimerais bien, parce qu'il y a certains sujets où j'aimerais bien aller beaucoup plus loin et pas essayer d'être beaucoup plus astucieux pour gérer ma limite des 6 minutes. Ou typiquement, il y a une autre limite qu'on a fait rencontrer, parce qu'on a fait un projet de migration justement d'un client Exchange vers Google Apps. C'était juste 33 000 comptes à migrer. Et donc, par jour, on devait envoyer plus de 2000 mails pour les prévenir, tout ça. Sur AppScript, c'est 1000 ou 2000 la limite par jour. Donc là, on était ric-rac, quoi. Mais c'est ce genre de limite, vous les rencontrerez vraiment si vous faites des trucs énormes. Tant que vous êtes malin et que vous n'avez pas des besoins pour 250 000 users, ça passe super bien. Est-ce qu'un AppScript appelé un genre de subroutine AppScript? C'est-à-dire un projet d'un autre projet, par exemple? Oui, c'est ça. Quand on dit à l'intérieur d'un AppScript, on lui dit tu appelles ce projet-là. Ouais. En fait, ça s'appelle les librairies en AppScript. Donc il suffit de faire son propre projet. Après, chaque projet a ce qu'on appelle un project key. Je vais juste montrer vite fait. Donc à ce moment-là, on peut paralléliser. Ouais, on peut paralléliser ou... Ah oui, oui, ça justement, c'est un des trucs qu'on a fait pour notre usine de migration là, pour les 33 000 comptes, parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse impérativement pour alimenter 16 serveurs. Donc du coup, on a fait un scriptomètre qui instancie, qui va scheduler d'autres instances de lui-même et qui vont s'exécuter. Et que dès qu'il y en a un fini, il y en a un autre qui reprend. Donc après, on peut faire ce qu'on veut. Et sinon, donc là, c'est pas du coup subroutine, mais avec cette clé de projet-là, un autre projet peut dire je peux me servir du code d'un autre projet. Ça permet justement de dire dans le sein de l'entreprise, bon, voilà, j'ai fait ma librairie, ou une qui est sur le marketplace, et vont dire voilà, bah, une librairie qui fait l'envoi d'email d'une façon bien standardisée chez moi, bah, je peux m'en servir partout. J'ai besoin de la copier-coller à 36 fois. Mais alors du coup, comment c'est comptabilisé? On a un quota, Oui. Et si par exemple votre envoi d'email, la boucle, vous voulez un Israël pour chaque mail, histoire qu'il soit envoyé pour chaque année, il y a des quotas, et on atteint les quotas après. Voilà, j'arrive même peu à taper alors, tac.
Donc, il y a tout un jeu de quotas, dont les 6 minutes qui est là-dedans. Donc typiquement, voilà, bon, il y a des limites qui sont ultra larges, hein, mais on peut créer... Alors, si vous êtes grand public, c'est sûr que les limites sont beaucoup plus basses. Sur un compte Gmail, un peu plus tendu. Mais en entreprise, on est plutôt large quand même. Mais celle qui est importante, c'est ça. Alors, on a les 6 minutes, mais derrière, si on fait des triggers, donc des déclencheurs pour être capable de dire, voilà, dans la journée, je vais exécuter mon script, ou être tenté au début quand on fait son premier script, je veux qu'il s'exécute toutes les minutes. C'est bien. Sauf qu'il faut penser qu'au maximum, vous avez 6 heures. Ça revient. Par jour. Qu'on le parallélise ou pas, ça revient au niveau du temps d'exécution. Sur le temps max, oui, mais sur le temps total d'exécution, ça va varier, puisque si on les lance en parallèle, au lieu d'être en série, fatalement, ça va aller plus vite. Si on a besoin de quelque chose qui soit fait en moins de 10 minutes, Moi, j'ajouterais que AppScript nous pousse à bien programmer aussi, pour obtenir une optimisation qui nous permette de rentrer dans les quotas et dans les temps, etc. Par exemple, quand on doit modifier une feuille de style, une feuille de calcul, on ne doit pas modifier cellule par cellule, on va faire notre modification et boum, écrire l'ensemble de... Ce qui est important, effectivement, c'est de travailler en mémoire. Et chaque appel que vous faites est une bibliothèque AppScript, il y a un ticket d'entrée. Comme je disais tout à l'heure, payez 1 à 2 secondes, quoi que vous fassiez quasiment. Donc, effectivement, je change d'une cellule, 1 seconde. J'en change 1000, allez, 1 seconde et demie. Donc, il y a le ticket d'entrée parce qu'il y a tout ce qui est appel, effectivement, derrière aux API chez Google. Et ça, on ne peut pas passer au travers. Donc, c'est pour ça, faites un maximum de choses en mémoire et ne faites que une intervention à chaque fois sur chaque API. Après, il y a des fois, c'est pas facile, parce que l'algorithme qu'on veut mettre en place ne permet pas toujours. Il faut essayer justement d'avoir ça en tête. Mais on peut se lâcher largement en mémoire, il y a de la place, quoi. Ça fonctionne. Oui, ça va. J'ai pas encore réussi à avoir une erreur. Justement, pour les codes projet, ils sont déclarés où dans le script? Bah là, en fait, ils sont pas dans le script. Typiquement, ils sont juste dans un... Hop, alors. J'ai un spreadsheet à côté. Qui, en fait, recense les codes. Donc, dernière chose que j'ai pas réussi à faire comme je voulais, c'était d'arriver à intégrer ça, enfin, cette liste de codes, directement dans Calendar. J'aurais bien aimé pouvoir, sur la partie, quand je saisis directement, de faire un autocomplete avec les codes. L'intégration, c'est pas la même. Mais... Donc là, j'ai les codes qui sont listés là. En fait, ça vient d'un autre référentiel où on a tous nos codes d'affaires, tout ça. Et donc après, c'est recompilé ici. Et c'est accessible. Parce que pour changer les réactions de l'interface de Google, il faudrait peut-être un mécanisme du genre de GrisMonkey, par exemple. Ouais, il faut une insertion à DOM et tout, donc c'est pas... Et puis si jamais je change la page web, j'ai pas envie d'y passer toutes les 5 minutes. Bon, calendar bouge pas trop. Mais... On sait jamais, hein. Il suffit d'une fois. Pour un exemple comme ça, autant faire une petite interface de saisie. Oui, mais si on fait une interface de saisie, on quitte le monde de je fais mes trucs dans calendar. C'est ça. Là, l'idée, c'était vraiment, le collaborateur reste avec les produits standards Google. Donc, spreadsheet et calendar. Point. C'est presque du B recodé. On est vraiment sur... on ne change pas les outils tous les jours et... Justement, on ne peut pas dire sur le profil utilisateur que le collaborateur il travaille chez tel client et sur telle mission sur ce projet-là. On ne peut pas le... Ça, je sais pas. On peut le savoir, mais à partir de là, c'est que... Là, c'est pas du programme, c'est... il aurait fallu déjà affecter les gens. Donc si on fait ça, autant que nous, les managers, on saisit directement le calendrier. Mais on pourrait faire. Mais non, si, enfin, au lieu que je te cours après quand tu me dis non, mais je vais saisir. J'ai eu la photo ce matin. C'est très bien.
Et quand il y a une partie TMA ou avec un système de ticketing, vous n'avez pas un connecteur pour la solution? Vous voyez comment? Bah, ça dépend ce qu'on a à faire par le ticketing, mais Je sais pas. on peut faire des appels HTTP REST. Après, si l'outil propose ça, je sais que Jira le propose, donc après. À Paris, je sais pas, vous parlez pas. Non. Parce que ça tente à concurrencer un système pareil. Pas non plus. Enfin, après, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est sur un framework, on peut faire des choses, on peut faire des applications, mais des applications aussi riches qu'un Jira ou autre chose, il n'y arrivera jamais. Du moins, il y aura tellement de temps de développement que ça vaut le coup. Bon, l'exemple Jira, alors, si on peut partager le Google Calendar avec Jira? Non, par contre, ce que je pourrais faire, c'est appeler des URL, enfin des API de Jira pour récupérer les informations et après populer, et voilà. Bon. Enfin, ouais, ça vaut pas trop le. Enfin, c'est en usage en plus, quoi. C'est un usage en plus. Ça doit- Après, Jira, ça veut pas dire que c'est l'intégration avec Google Apps s'arrête à, donc dans la version on-demand, où on peut la brancher via le marketplace au domaine, bah, on est automatiquement logué. Voilà. Et après, l'intégration ne va pas plus loin, quoi. Mais en même temps, comme il y a une part de l'intégration avec Jira qui peut se faire par mail, justement, il y a peut-être moins de besoins immédiats. Là, ton application remplit un besoin mal défini, généralement fait avec dans beaucoup de sociétés, comme tu le disais, fait avec des applications parfois anciennes, parfois achetées en bloc et qui s'intègrent mal au système d'information d'entreprise en général, qui sont un peu des verrous. Et là, tu élimines la verrure en la lissant dans Calendar. Voilà, c'est ça. Oui, je pense que les AppScripts sont très utiles pour tout ce qui est application métier spécifique à l'entreprise. Parce que comme on peut recoder, travailler le script directement très facilement, ben on s'adapte aux besoins spécifiques du cas. Typiquement, j'ai fait autre chose aussi où j'avais un département qui faisait de l'audit, mais à niveau international. Donc ils avaient besoin d'envoyer des. Avant, ils envoyaient des fichiers Excel partout, dans tous les pays. Ensuite, chaque pays rééclatait le fichier spreadsheet pour que chaque sous-service, et donc les 3-4 personnes qui s'en occupent, puissent remplir des informations dedans. À la fin de l'année, les 2500 Excel reviennent, et après le département d'audit, il passe 2 mois à essayer de tout agréger. Parce que les mecs, ils sont allés, je te change une colonne, je te mets les informations à droite, à gauche, enfin, l'horreur. Moi j'ai fait un truc tout simple, c'est que j'ai pris un spreadsheet maître, après j'ai pris un template pour chaque pays, et après j'ai mis du script auto pour faire quoi? Bah, déjà donc ils écrivent les noms des pays, donc ça duplique automatiquement le template, ça fait l'affectation de droits aux personnes de chaque pays qui sont décrites dans la liste. Derrière eux, ils ont un tableau global. Chaque pays, donc j'ai fait une appli web sur le fichier maître, pour que chaque pays vienne soumettre son fichier. Comme ça, ils n'ont pas à faire des partages ou des trucs compliqués pour eux, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Donc ils viennent le soumettre dans l'appli web, et derrière, ça va remplir le fichier de synthèse. Après, dans le fichier de synthèse, ils savent tout de suite, département d'audit, qui a rempli et quand. Et à tout moment, ils peuvent faire une petite action pour envoyer un mail à ceux qui n'ont pas répondu. Donc plein de choses comme ça, après avec des fonctions d'agrégation, enfin, faire plein de choses. Ça m'a pris 4 jours à faire. Et eux maintenant, ça leur prend 10 secondes dans l'année quoi, pour agréger les données. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Je peux donner un exemple vécu aussi d'un boulanger qui voulait faire sa synthèse commerciale. Et tous les soirs, son personnel remplissait tant de chocolat, tant de ceci vendu, etc. Il avait des formules compliquées avec des boissons, etc. etc. Et il rentrait tout ça dans un énorme Excel qui lui faisait sa synthèse de la semaine, sa synthèse du mois, sa synthèse de l'année, qu'il fallait qu'il refasse tous les ans. C'était énorme et il se les échangeait toutes les semaines, chaque fois qu'il fallait faire ça. Donc c'était l'horreur classique de l'Excel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une feuille de calcul, je me suis servi comme uniquement pour la saisie des données. J'ai créé une deuxième feuille de calcul qui était une base de données uniquement pour la synthèse hebdomadaire,
qui était populé par un script qui pouvait être trigué une fois par semaine ou déclenché à la main quand on voulait. Une deuxième table de données à côté pour la synthèse mensuelle et une dernière table feuille de données pour afficher les résultats de synthèse. Et donc une feuille de Excel qui était totalement impossible à intégrer dans Google Apps, dans Google Docs tel quel, parce que beaucoup trop de formules, beaucoup trop grosses, beaucoup trop de colonnes, etc. La fonctionnalité rentrait très très facilement dans une spreadsheet Google grâce au AppScript. Particulièrement, vous avez beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'on va réfléchir. Je vais voir qui commence à avancer. Merci beaucoup, Jérôme.